Allô la Lune, ici la Terre. Le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro la radio. Bonjour et bienvenue à Allô la Lune, ici la Terre, le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro la radio. C'est déjà la 5e édition et toujours une conviction, écologie et économie sont intimement liées. Nous privilégions une approche concrète, économique, au-delà, on va dire, de l'idéologique et de l'incantatoire. Allô la Lune, ici la Terre, c'est le mag des acteurs qui ont les pieds sur Terre. Alors on va voir les pieds sur Terre, on va dire, quelque part à Paris, du côté du Grand Palais éphémère. Ce sera dans un peu moins de 3 mois avec une émission et une édition spéciale consacrée au CIPCA, qui est le premier salon de l'immobilier bas carbone qui aura lieu précisément entre le 22 et le 24 septembre. Nous sommes partenaires de cet événement, donc ravis d'en parler pour cette émission spéciale et pour en parler avec 4 femmes en plateau. Donc je suis ravie de vous accueillir, même si je n'ai rien contre ces messieurs que j'accueille aussi régulièrement en plateau. On va d'abord évidemment avoir un coup de projecteur sur ce salon pour mieux comprendre les enjeux avec Feriel de Riche, bonjour. Bonjour. Qui est donc directrice du CIPCA. Dans un instant, un coup de projecteur, comme je disais, pour mieux comprendre les enjeux de ce premier salon. C'est une première. Évidemment, quand on parle de ces sujets-là, les sujets d'emploi sont majeurs. Donc, dans la séquence emploi en transition, on sera avec Ingrid Napi, bonjour. Bonjour. Qui est professeure à l'école des ponts Paris Tech. Vous êtes également spécialiste des questions urbaines, immobilières et environnementales. Et dans le cadre de ce salon dont on va parler, vous êtes conseil scientifique pour la 3e journée qui sera dédiée aux écoles et au recrutement des talents. C'est pour ça que vous allez en parler. Et puis un mot aussi, vous êtes membre experte de l'Observatoire de l'économie de l'architecture. Parce que là aussi, on va en parler justement d'architecture avec une autre invitée autour des objectifs 2050, mais dont on parle évidemment régulièrement dans l'émission. C'est Dominique Boré, bonjour. Bonjour. Qui est présidente d'honneur de la Maison de l'Architecture d'Île-de-France. Donc important aussi de parler du rôle des architectes quand on parle de ces enjeux d'immobilier, en particulier d'immobilier bas carbone. Et puis on va se poser une question, parce qu'on va être très franco-français, mais c'est vrai qu'on peut peut-être aller voir aussi un peu ce qui se passe ailleurs. Quand on parle de bas carbone, on peut parler aussi de hors-site. C'est pour ça qu'on est ravis aussi d'accueillir un pionnier en la matière. Ce sera la séquence L'herbe est-elle plus verte ailleurs, avec Sophie Méné, bonjour. Bonjour. Qui est donc directrice générale immobilier résidentiel de GA Smart Building. Donc ce que je disais, pionnier du hors-site, et vous allez nous en dire évidemment un peu plus. Dans le hors-site, évidemment, il y a tous les enjeux de bas carbone, notamment réduction des émissions sur les chantiers. Ça sera un des points qu'on va aborder. Et puis, on verra où en est la France, justement, en la matière. Alors, dans un instant, on va mieux vous expliquer ce qu'est ce salon, ce CIPCA, un premier salon de l'immobilier bas carbone dont nous sommes partenaires. Mais d'abord, j'ai envie de vous poser à vous toutes une première question. Pendant un temps, je me souviens, quand j'animais des émissions précédemment, on me parlait beaucoup d'un horizon bâtiment à énergie positive. Maintenant, on est totalement dans le bas carbone. Alors, d'une façon un peu provocatrice, est-ce que c'est pas un peu devenu le Graal, là, qu'on brandit un peu partout, Feriel de Riche? Non. Non. Non, c'est pas le Graal qu'on brandit un peu partout, même si, voilà, il y a une période, aujourd'hui, on parle plus de bas carbone que de smart building. À l'époque, comme on a parlé de smart de BIM aussi pendant un temps. On a parlé de BIM. Il y a des périodes, mais je crois qu'en fait, toutes ces étapes, toutes ces thématiques, toutes ces, pas connotations, mais en tout cas, tous ces mots employés vont tous vers un objectif commun. Voilà, qui est celui de notre belle planète, juste derrière vous. Et finalement, je pense que dans toutes les solutions qui étaient employées, qu'elles soient des solutions de data et de solutions intelligentes pour le bâtiment intelligent, comme vous le citiez tout à l'heure, voilà, on va tous dans cette direction commune. Donc, bas carbone, oui. Aujourd'hui, on l'emploie un peu plus, mais il y a de vrais sujets. D'accord. Dominique Boré, partagez le même avis? Oui, c'est surtout la réglementation environnementale 2020 qui est applicable depuis le 1er janvier. Et qui a introduit 2022, beaucoup la notion de carbone, c'est ça aussi. Qui fixe de façon extrêmement rigoureuse à la fois des seuils et puis un calendrier. Et cette réglementation, je veux dire, s'intégrant dans celle que l'Europe est en train de mettre en place. Et pour ce qui concerne l'architecture, et je suis absolument ravie de cette initiative, c'est que l'Europe est en train de relancer le Bauhaus, le mouvement Bauhaus 2022,
destinée à une nouvelle écriture, à l'invention d'une nouvelle écriture architecturale qui prenne en compte toute cette nécessité de bâtiments bas carbone. Alors, pour faire réagir aussi à ce même aspect, Ingrid Napi. Oui, tout est dit, mais c'est vrai que pour rebondir, du coup, le bâtiment est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Donc, c'est par là qu'il faut attaquer la question du bas carbone et du zéro carbone même, en fait. Donc, la ville décarbonée, la ville végétalisée, ce sont des sujets importants. Voilà, c'est pas justement c'est pas de la cosmétique quand on parle de bas carbone, il y a vraiment des enjeux. En effet, comme le dit Dominique, c'est réglementaire, mais je pense que c'est au-delà du réglementaire, c'est une question de bon sens. Sophie Ménet. Oui, moi je compléterais peut-être sur le fait que je pense qu'on a commencé à se préoccuper des enjeux environnementaux en travaillant le volet énergétique. Et c'est pour ça qu'on a entendu parler pendant longtemps de consommer moins, et on se focalisait beaucoup sur la consommation finalement du bâtiment en lui-même et des acteurs. Et puis, depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'en fait, l'élément de consommation principal, c'était l'acte de construire. Donc, c'est comme ça qu'en fait, on a été aussi amené à arriver sur les sujets de bas carbone et donc de réfléchir à l'ensemble de ces enjeux. Et la RE 2020 et ses différentes évolutions jusqu'en 2050 prennent en fait les deux aspects, à la fois énergétique et bas carbone. Et c'est ça qui est important. Eh bien, en tout cas, ça plante bien, on va dire, le décor de ce sujet et de cette émission spéciale. On va commencer par la séquence coup de projecteur. Allô la Lune, ici la Terre, coup de projecteur. Et donc, ce coup de projecteur sur cette actualité, on va dire, dans moins de 3 mois, comme je disais, ce salon, le CIPCA, un premier salon de l'immobilier bas carbone, ce sera du 22 au 24 septembre, avec vous, Feriel Derich, qui est donc directrice du CIPCA. On a commencé à l'évoquer dans cette émission, finalement. Vu le contexte réglementaire, les enjeux qu'il y a derrière, ce salon s'imposait de lui-même, c'est ça, on n'a même pas besoin de poser la question pourquoi le salon. Tout à fait. Voilà, il s'imposait naturellement. Et puis, pour ma part, j'ai une très forte expérience dans l'organisation de salons professionnels. Ce sujet est un sujet majeur, un sujet important. Voilà, l'impact, comme disait Sophie tout à l'heure, est là, il est mesurable. Le secteur de l'immobilier est le premier, en tout cas de la construction, premier émetteur d'effets de gaz de serre, en fait. D'émissions de gaz à effet de serre. Non, c'est de manière naturelle. Ouais, on s'est dit, on va réunir tous les acteurs, les meilleurs, sur une seule et même plateforme, en un lieu, qui est le Grand Palais éphémère. Ça sera le Grand Palais éphémère aussi, donc aussi emblématique, on va dire, ce bâtiment qui est destiné un jour à être déconstruit, et donc c'est intéressant aussi emblématiquement, aussi. On va dire. Donc tout à fait. Donc à la fois organisé par France Convention et puis l'association BBCA, qui est derrière tout ça, Association pour le développement du bâtiment bas carbone, c'est bien ça ? Exactement. Un partenariat essentiel et qui est un peu la genèse aussi, de la naissance de ce salon. Donc avec l'association Bâtiment Bas Carbone, l'association BBCA, lui-même, en fait, cette association qui est à l'origine, qui organise le forum BBCA, donc c'est un label, exactement, labellisation de bâtiments, qui lancera d'ailleurs de nouveaux labels à l'occasion du CIPCA. Ce forum BBCA et les prix BBCA seront remis sur le CIPCA cette année. Donc, on a vraiment réuni nos forces, nos compétences entre organisateurs de salons. Vous citiez le groupe France Convention, partenaire donc de l'association, mais on est également partenaire de la Fédération des promoteurs immobiliers. La FPI nous rejoint. On a une très, très forte présence des promoteurs immobiliers exemplaires, en tout cas les meilleurs, puisque et en tout cas, ils sont de plus en plus nombreux à recevoir ce label dont vous parlez, de l'association BBCA. C'est-à-dire il fallait pousser les murs année après année. C'est pour ça qu'un salon, ça s'imposait finalement, c'est ça ? Complètement, complètement. Alors, on a fait le choix en année 1 de rester franco-français. La France a de belles réussites à son actif, des réalisations bas carbone exemplaires, des innovations, beaucoup de recherche aussi derrière tout ça, du savoir-faire, des solutions, plein de choses. On va réunir finalement tous ces acteurs
sur le CIPCA. Et oui, on a fait le choix d'occuper uniquement la moitié, cette année, pour l'année 1 en tout cas, du Grand Palais éphémère, 1900 mètres carrés, on attend 150 exposants. Et on peut le dire, en effet, ils sont très très nombreux à demander à être présents, très nombreux aussi à être sollicités et sélectionnés par notre comité de sélection, donc l'association BBCA, la direction du CIPCA, parce qu'on les regarde, parce qu'on observe de près leurs compétences, leurs qualités, ce qui se fait de mieux, encore une fois, et on a encore un peu de place, mais plus beaucoup. Voilà, donc le message, il est passé, pour ceux qui nous suivent et qui sont dans ce monde-là. Il y a beaucoup. Alors, j'ai cru, vous allez m'éclairer, je crois qu'il n'y a pas vraiment de définition d'un immeuble bas carbone pour le moment, c'est ça ? Il faut encore le redéfinir, même si on a une idée globalement de ce qu'il y a derrière. S'il n'y a pas vraiment de définition d'un immeuble bas carbone, il y a la durée de vie finalement d'un bâtiment. Donc aujourd'hui, entre la conception, l'utilisation, on va aller jusqu'à la rénovation aussi. Le sujet de rénovation d'un bâtiment, c'est tout le cycle de vie d'un bâtiment. De là à dire qu'il n'y a pas vraiment de bâtiment bas carbone. Il y en a des exemplaires. Dominique me regarde, elle me dit non. Moi, j'ai envie de dire qu'on vous réserve de belles surprises sur le CIPCA avec vraiment des mesures d'impact, avec des résultats bas carbone si, zéro carbone non. Voilà. Dominique, je dirais ça. Voilà, je dirais ça. Et je continuerai évidemment au cours de l'émission à vous reposer des questions sur cette notion de bas carbone et ce qu'il y a derrière, parce que c'est quand même ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est vraiment en construction, si c'est le cas de le dire. Donc il y a déjà un salon avec des réalisations qui ne sont pas nécessairement présentes encore. Et c'est pour donner envie. Alors, il y aura des projets. Il y a des projets qui seront présentés aujourd'hui, des projets exemplaires, des projets même à dimension. On ne va pas parler que d'un bâtiment, on va parler vraiment à l'échelle urbaine. Même d'un quartier. Exactement. Mais la majeure partie aujourd'hui des réalisations, en tout cas des réalisations immobilières, qu'il s'agisse donc à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'un bâtiment qui seront présentées, sont vraiment des réalisations concrètes, qui marchent, qui sont exemplaires, comme vous le disiez, et qui sont inspirantes. Donc déjà, la valeur d'exemple. Exactement. L'idée étant aussi, peut-être pas de dupliquer ces réalisations, mais en tout cas d'inspirer celles et ceux qui vont nous visiter, qu'on espère très nombreux, et pas forcément français et que français, mais de se dire, tiens, on a envie de ce savoir-faire français, on a envie de la même chose, ça marche, ça fonctionne, c'est pas que beau, c'est réel, c'est concret, et j'ai envie de faire la même chose. Et alors la particularité, souvent, quand on parle globalement même de ces sujets, c'est qu'on le voit bien, on peut pas faire tout seul. Et on a besoin d'être ensemble, finalement, tous les acteurs aussi du monde du bâtiment. Est-ce que c'est aussi ce qui va ressortir, en particulier de ce salon, qui fera peut-être la différence par rapport à d'autres ? C'est l'idée même, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand volontairement on limite une surface, une zone d'exposition à 1900 mètres carrés, qu'on se dit, allez, on va sélectionner les 150 meilleurs français, forcément, il faut qu'on ait tout le panel d'acteurs engagés, ensemble dans cet objectif zéro carbone. Donc oui, promotion immobilière, constructeurs, bureaux d'études, architectes, solutions, plateformes de solutions, aujourd'hui aussi de tout ce qui est entreprises de logistique qui vont jusqu'au chantier pour le réemploi, tous ces sujets de réemploi, ces sujets d'économie circulaire. Tous ces acteurs, en effet, seront représentés sur le CIPCA à plus ou moins égal quota.
Voilà. Alors, est-ce que vous avez, indépendamment, donc vous avez parlé, j'ai bien compris, il y aura on montrera concrètement des projets, du concret, il y aura la remise de label, il y aura d'autres choses un peu particulières. Donc, De nombreux on va peut-être pas tout dévoiler, c'est ça? Ouais, on peut pas tout de suite, mais bien entendu, de nombreux événements. Je regarde Sophie d'ailleurs, parce que GA Smart Building nous réserve de très beaux événements, et moi je remercie tous nos partenaires et tous nos participants et exposants qui nous réservent la primeur d'annonces sur ce salon. Pour résumer donc des lancements, qu'il s'agisse de lancements émanant d'acteurs privés, mais également d'acteurs publics. On attend beaucoup d'appels à projets, d'appels à candidature, des challenges. Je vous le disais tout à l'heure, les meilleurs seront sur le CIPCA, en tout cas en tant qu'exposant. Être exposant au CIPCA, c'est être soumis à un comité de sélection. On veut pas de greenwashing. On veut vraiment des choses qui marchent. On veut les meilleurs. On veut être la vitrine française du bas carbone en cette année 1. Ensuite, pour revenir à ce que vous me disiez, sur toute cette chaîne et ces maillons de l'immobilier, on aura beaucoup d'aménageurs de territoire qui eux-mêmes donc vont nous proposer à ces meilleurs acteurs du foncier, des opportunités foncières, qui sont pour moi un vrai challenge. Voilà, face à tous ces acteurs, se dire réunissez-vous, travaillez ensemble. Vous êtes apparemment les meilleurs. Donc moi, je vous propose de vous challenger sur un quartier qui me tient à cœur. En tout cas, on a envie de ça, on a un cahier des charges. Et puis peut-être qu'on se donnera rendez-vous en année 2 pour voir les résultats. Voilà, c'est l'idée du CIPCA. Je ne peux pas vous donner le détail de ces annonces, mais voilà, j'espère que d'ores et déjà, vous présentez les choses comme telles. Et ce qui peut se passer sur cet événement... Voilà, donnera envie, mais je vois dans votre regard, ça donne très envie d'y être. Et puis, bien entendu, d'autres événements, donc les prix à BBCA, la remise des prix, donc les labels sont remis à l'occasion de cet événement. Donc ça, ce sera en jour 2, le vendredi, en fin de matinée. Gros programme de conférences aussi, d'événements avec des acteurs clés, avec des acteurs importants. Je pense que je peux le dire d'ores et déjà, on est au Grand Palais éphémère, on est dans l'antre de Villemotte. Voilà, il sera avec nous pour cette ouverture, pour nous parler aussi du Grand Palais éphémère. Puis on parlera de plein de belles choses. Voilà, l'architecte Jean-Michel Villemotte qui a imaginé donc ce grand palais éphémère. Voilà, plein de choses. On ne va pas tout dévoiler tout de suite, mais en tout cas, on a déjà un premier coup de projecteur avec vous, Feriel de Riche, donc directrice du CIPCA. Alors justement, j'ai envie de demander, vous donniez un coup d'œil tout à l'heure à Sophie Menet, peut-être d'expliquer ce que chacun, le rôle que va jouer chacune d'entre vous aussi dans cet événement. Alors Sophie Menet, vous ne pouvez peut-être pas tout dire non plus sur ce que va faire GA Smart Building. Non, mais c'est vrai que l'idée, c'est de profiter de cet événement pour présenter ce qu'est le hors-site. Donc, on a un peu la volonté de faire venir les usines, justement, sur le salon et d'expliquer, finalement, les différentes méthodologies qui s'offrent à nous et les différents produits et d'en voir aussi les impacts carbone et de montrer que, finalement, le hors-site, c'est pas faire de l'architecture, mais c'est utiliser des méthodologies constructives qui sont différentes. Et voilà, c'est ça qu'on a envie de démontrer à l'occasion du CIPCA. Et puis aussi d'annoncer que le groupe se lance officiellement dans le lancement d'une structure d'immobilier résidentiel, puisque aujourd'hui, le hors-site est principalement connu dans le monde tertiaire. Et voilà, et donc avec mon arrivée, on va officiellement lancer la marque grand public. Voilà, comme ça, déjà, vous avez commencé à nous dévoiler quelque chose. Alors, Dominique Boré aussi, le rôle, on va dire, que vous allez jouer dans ce salon. Avant de préciser mon rôle, je voulais quand même dire à Sophie que il y a beaucoup d'architecture et de la belle architecture en construction hors site quand même. Dans ce salon, bien, nous avons la chance d'être invités par le CIPCA et Feriel des Riches à présenter un mouvement que nous sommes en train de lancer avec que l'IFPEB et ACATMT sont en train de lancer. Mouvement qui s'appelle Unisson. C'est tout un symbole, c'est-à-dire réunir effectivement l'ensemble des acteurs de la construction et de l'architecture
autour de la mise en œuvre de la réglementation environnementale 2020. Je suis très, très sensible à cette réglementation que j'ai pris la peine de lire en son entier, ainsi que ses décrets d'application. Et là, je me suis rendu compte, et c'est une des choses qui nous anime dans ce mouvement Unisson, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait deux manières de prendre et d'interpréter cette loi, soit par le calcul, et là, c'est le règne des bureaux d'études, des calculateurs ou des tableurs Excel, soit effectivement par l'architecture, et là, c'est le règne de l'architecte qui, du coup, en travaillant et en faisant travailler tous les uns et les autres en amont, bien avant, en avant-projet, pourra transformer le calcul en écriture, en nouvelle écriture architecturale, celle du bas carbone et du vivant, celle de l'architecture de demain, parce que nous n'avons plus le choix. Alors aussi bien en construction neuve, les décrets pour l'existant ne sont pas encore sortis, mais c'est dans les tuyaux. Le ministère vient de lancer un groupe de travail sur le sujet. Et le sujet, quand même, c'est le bâtiment existant. Exactement. C'est quand même ça qui va être le plus problématique. Et si, à la fois, tous les acteurs ne se solidarisent pas sur ce sujet-là qui est crucial et politiquement extrêmement sensible, et si l'État, effectivement, n'accompagne pas cette rénovation-là, l'architecture et l'architecte pourra tout faire, mais ce sera compliqué. Et cette rénovation de l'existant, elle se doit d'être belle, elle se doit d'avoir une architecture digne de ce nom, et c'est là où est le sujet. Et alors, on va y revenir plus longuement aussi dans la séquence qui vous sera spécialement consacrée à ce sujet de l'architecture. Mais pour poursuivre ce tour de table aussi sur le rôle de chacun sur ce CIPCA, Ingrid Nappi, donc vous allez, au cours de la 3e journée, il y aura une journée dédiée aux écoles et au recrutement des talents. Et donc, vous êtes conseil scientifique sur cet aspect-là. Oui, alors je vais rebondir sur les paroles de Feriel. C'est en effet un salon qui va sélectionner. On est dans la sélection, on est vraiment dans la démonstration des savoir-faire. Donc moi, mon rôle, c'est d'organiser cette 3e journée autour des jeunes talents, autour des recruteurs, autour surtout des formations des écoles et des associations qui sont intéressées également à promouvoir cette situation du bas carbone, du zéro carbone, dans le contexte actuel en fait, qui est très très difficile à appliquer. Exactement. Alors, c'est ce qu'on va voir en détail à présent dans la séquence L'emploi en transition. Allô la Lune, ici la Terre, l'emploi en transition. Et donc, pour cette séquence L'emploi en transition, on va rentrer un peu plus en détail dans le sujet avec vous, Ingrid Nappi, professeure à l'école des ponts ParisTech, spécialiste des questions d'urbanisme, immobilière, environnementale. Je disais aussi conseil scientifique sur cette 3e journée du CIPCA qui sera consacrée vraiment aux écoles, au recrutement des talents. On sait bien que le secteur du bâtiment, c'est quand même le premier employeur de France, qui a une vraie problématique à poser. Surtout, c'est ce qu'on disait depuis le début de cette émission, aussi le bas carbone. Il y a déjà des réalisations, des projets qu'on peut présenter. C'est encore en évolution. Est-ce qu'on peut dire que sur ces enjeux de construction bas carbone, on aurait un déficit en termes de formation ? Alors, on a un déficit et on a besoin de former davantage. Vous l'avez dit, le secteur de la construction est le premier, 7% à peu près du chiffre d'affaires du PIB. Et si on prend le secteur immobilier, c'est 20%. Il n'y a pas que la construction. On va avoir également au salon des maîtres d'ouvrage. On va avoir des personnes qui gèrent l'immobilier, des administrateurs, etc. Et comme l'a dit également très bien Dominique, le gros problème aujourd'hui en France, mais comme dans tous les pays développés, c'est l'obsolescence du parc. Et comme on sait également que le bâtiment, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre, ou en tout cas l'un des plus importants, il faut remédier à la situation si on veut atteindre l'objectif 2050 zéro carbone. Donc, il faut bien s'y atteler. Et en effet, les choses évoluent très vite. Les réglementations évoluent très vite. Alors, en termes de formation, il y a encore très peu d'écoles. Alors, on peut peut-être les... Bien sûr. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a besoin de nouvelles écoles ? On sait évidemment qu'il y a des formations dans le monde du bâtiment. Où est-ce qu'on en est, on va dire, si on fait un état des lieux un petit peu de la situation ? On n'a pas besoin de nouvelles écoles, je ne pense pas. Si on regarde bien concrètement, on a la possibilité d'avoir 4 formations. D'abord, on est bien d'accord qu'on va travailler sur les nouveaux matériaux.
Donc, qui travaille sur les nouveaux matériaux? Ce sont les sciences des ingénieurs. Donc, les écoles d'ingénieurs, et notamment dans les départements génie civil. Il y en a, ça commence. Deuxième chose, on a également de savoir construire ces matériaux, avec ces matériaux. Donc, on a beaucoup d'architectes qui pensent maintenant à des matériaux plus légers, etc. Donc, on va avoir, bien évidemment, des écoles nationales supérieures d'architecture qui sont concernées. Mais pas dans le cursus initial, généralement, surtout dans un cursus 3e cycle. Et puis, on va avoir, mais là, c'est beaucoup moins le cas, des écoles d'aménagement, parce qu'on va parler, bien sûr, d'aménager la ville bas carbone, parce que ces bâtiments forment un quartier ou une ville bas carbone. Et on a aussi besoin d'avoir des écoles de management. Là, c'est vraiment la dernière. Vraiment, là, on est très, très loin, parce qu'on a besoin d'avoir des promoteurs immobiliers, des maîtres d'ouvrage, et surtout des investisseurs. Parce que les investisseurs qui achètent ces immeubles, ils sont conscients depuis maintenant, belle lurette, de la valeur verte. Ils ont des contraintes également environnementales à respecter. Les entreprises ont des contraintes environnementales. Les entreprises possèdent de l'immobilier. Et là, on est encore très, très loin en termes de formation de ces contextes-là. Voilà, quand Après, vous j'aimerais bien très, très loin. un petit peu quels sont les oui, écoles. bien sûr, oui, allez-y, vous pouvez les détailler, parce que là, voilà. c'est la présentation, on va dire, des grands Voilà. enjeux, des grandes lignes directrices, Donc, on va dire plutôt. si je résume, les écoles de management n'ont pas du tout pris encore l'enjeu de ces formations. D'accord. J'en sais quelque chose parce que j'ai créé et dirigé une chaire immobilier dans une école de management pendant 20 ans. Les écoles nationales d'architecture sont vraiment sur le sujet, mais c'est encore récent. Et les écoles d'ingénieurs également, parce qu'ils s'occupent des sciences de matériaux. Alors, si on regarde les écoles d'architecture, moi, je voudrais quand même saluer celle de Marne-la-Vallée, l'école d'architecture de Paris-Est, qui a un 3e cycle depuis 2013 déjà, dédié à l'architecture post-carbone, en lien avec l'école des Ponts. Il y a également l'école d'architecture et de paysage de Lille, avec un master vertical qui s'intéresse justement à l'impact carbone du patrimoine existant. Donc, on a également à Lille, toujours à l'école centrale de Lille, une chaire 4.0 dans le département génie civil, donc qui s'intéresse aussi à ces questions de décarbonisation. Et puis, bien sûr, l'école des Ponts, qui a, outre son département génie civil, également 2 masters entièrement dédiés depuis longtemps, un matière exécutif dédié aux bâtiments durables et immobiliers, et un master aménagement urbain, la MUR, connu, qui est voilà. Donc, faut-il des nouveaux? Il en faut des nouveaux. Il en faut des nouveaux quand même, voilà. En tout cas, clairement identifiés. D'accord, des nouveaux, mais des nouvelles formations dans des structures qui existent déjà, ou même parce qu'on voit apparaître des écoles innovantes. Récemment, sur une autre chaîne de radio, je parlais d'écoles créées spécialement pour la rénovation énergétique. Parce que certains disent dans la formation, on apprend à bâtir, mais justement, on n'apprend pas nécessairement à rénover. Donc ça veut dire aussi que c'est un marché qui va peut-être évoluer. Du système de l'éducation et de l'enseignement supérieur classique. C'est ça. Alors après, dès qu'on a des fonds, on peut toujours créer une école. Ce qui est important aussi, c'est que quand on fait référence à ces écoles qui sont accréditées par des grands organismes ou qui sont accréditées par le ministère de l'enseignement supérieur, on sait très bien qu'on ne peut pas enseigner n'importe quoi. Enfin, il y a des procédures de recrutement du corps professoral. Voilà. Alors après, il y a des écoles privées qui sortent des conférences des grandes écoles où on va sortir une école entièrement dédiée à un domaine. C'est encore autre chose. Les écoles d'architecture. Exactement. D'ailleurs, je voulais vous faire réagir juste après, justement, à ce sujet d'écoles d'architecture. Voilà. Elles dépendent du ministère de la Culture, mais elles sont quand même organisées. Exactement. Je voulais vous faire réagir sur le sujet juste après. Donc, les unes et les autres, évidemment, sur cet aspect de l'emploi qui est quand même majeur. Alors, mais quand on parle de bas carbone, j'allais dire, je suis complètement néophyte, j'allais dire, en la matière, est-ce qu'il faut quand même une technicité particulière ou finalement, les acteurs du bâtiment, ils peuvent s'y mettre naturellement? On parlait de nouveaux matériaux, ça nécessite quand même de bien connaître. Comme je dis, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension vraiment technique, la connaissance des matériaux. Donc, ça fait appel à des connaissances d'ingénieurs, on va dire. Ouais. Puis, il y a la connaissance de l'architecte qui, lui, va utiliser ces matériaux, va les mettre en forme, va faire en sorte un acte de construire. Et puis, l'architecte, il est, dans le cadre notamment de l'Observatoire de l'économie de l'architecture, on voit bien son rôle majeur aujourd'hui, c'est qu'il est au centre de tout ce process. Oui. Donc, il comprend les enjeux aujourd'hui sociétaux de changement de notre société, les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux, on va le rappeler. Où va-t-on vivre et où va-t-on travailler demain? On semble avoir la réponse, mais on ne l'a pas. Et puis les enjeux environnementaux. Donc l'architecte, il connaît tout ça. Il connaît les besoins des usagers, il connaît l'urbanisme, puisqu'il doit décoder les règles du PLU, du plan local d'urbanisme. Il connaît également la maîtrise d'œuvre qui va mettre
qui est complexe aujourd'hui, qui va mettre en œuvre ce bâti. Voilà, donc on est sur différentes technicités. Et puis, derrière, il y a également, parce qu'il y a l'architecte, et puis il y a ceux qui commandent, ceux qui sont propriétaires. Et là, si on parle des grands propriétaires, on a des grands investisseurs qui aujourd'hui sont obnubilés. Autant encore, quand on parlait il y a 10 ans de valeur verte, on rigolait un peu en disant écolo bobo. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est que vous n'avez plus la possibilité de louer votre immeuble, le rapport, s'il n'est pas accrédité par des labels. Et puis même la loi Pinel aussi qui va évoluer, où quelque part on va inciter de plus en plus à investir vert. Et je pense que c'est la réglementation qui fait changer beaucoup de choses. Même s'il y a des démarches aussi volontaires. Et alors parfois on parle de ces métiers, globalement du bâtiment, en disant qu'il manque d'attractivité. Est-ce que justement ces nouveaux enjeux du bas carbone vont pouvoir peut-être attirer des profils différents, peut-être plus de femmes aussi, puisqu'on est là, on est des femmes aussi. Et puis je pense qu'également les jeunes sont très concernés aujourd'hui par les notions écologiques, et je veux dire, la planète, c'est leur avenir aussi. Donc, ils sont très sensibles aux questions de végétalisation. Je me souviens d'avoir fait une enquête il y a 10 ans sur ma ville de demain. Mais c'est une ville végétalisée, une ville où il fait bon vivre, où on résonne au niveau du quartier. Donc, les jeunes sont sensibles, les jeunes ont besoin d'emploi. Voilà. La voie est tracée, très clairement. Et grâce au CIPCA, je pense qu'on va justement faire en sorte pour que ça se sache. Alors, qu'est-ce que vous en attendez justement de cette journée spécifique dédiée à l'emploi, que je ferai réagir après? Oui, alors après... Allez-y tout de suite. C'est qu'il y a de forts besoins en termes de recrutement. Aujourd'hui, dans l'immobilier, les bureaux d'études... notamment, c'est énorme les besoins en termes de recrutement. On ne trouve pas, voilà, et on a besoin. Enfin, je pense que les acteurs présents sur le site ont besoin de rencontrer ces talents dont tu parles très bien, Ingrid. Les écoles et les écoles, mais aussi de séduire l'immobilier. C'est un métier qui a besoin aujourd'hui de séduire, quoi. Quand on connaît l'impact de l'immobilier dont on parlait encore tout à l'heure. Se dire que dans l'immobilier, il y a une multitude de métiers aujourd'hui qui ouvrent des portes et des possibilités d'évolution, de grandir dans une entreprise aussi aujourd'hui exemplaire et engagée. C'était aussi ça l'objectif de cette journée 3, c'est de créer cette rencontre, de répondre aux besoins en termes de recrutement, de faire pitcher les meilleurs les uns les autres sur les métiers, mais également de redorer si je puis dire, le blason de l'immobilier, en tout cas aux yeux du grand public et de ses étudiants. Ingrid Nappi, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, au tout début, on a défini un peu, on parle toujours de la ville durable. C'est quoi la ville durable? Il y a ces 3 piliers, bien sûr, du développement durable, mais aujourd'hui, on doit inclure la végétalisation. On a parlé dans votre émission précédente, évidemment, pour lutter contre les îlots de chaleur. On doit inclure aussi la biodiversité, parce que même la réglementation l'impose aux entreprises. Et puis, on doit aussi décarboner, trouver des solutions innovantes qui permettent aussi de construire plus vite, moins cher, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte inflationniste, on est dans un contexte de rareté des matériaux, donc il faut trouver des solutions. Et les solutions à la ville, elles sont aujourd'hui dans les matériaux de construction et dans la construction de la ville de demain. Voilà, et en tout cas aussi avec des enjeux d'emploi, on va le voir avec vous. Merci à vous, Ingrid Nappi, donc professeure à l'école des ponts ParisTech. J'ai envie, je vous oublie pas, Dominique Boré, pour réagir, parce qu'on a beaucoup parlé d'architecture et ça sera important, mais peut-être Sophie Ménet aussi qui veut réagir peut-être aussi sur la question de la formation, parce que ça aussi sur la question du hors-site, il y a un vrai enjeu évidemment derrière. Oui, il y a un vrai enjeu, c'est vrai, sur le sujet du hors-site, parce que ce que je constate, c'est que tout se joue en hors-site, en stade de conception, ce qui était beaucoup moins le cas sur de la construction plus traditionnelle. Et il y a un vrai besoin de compétences, et Ferial parlait de bureaux d'études et même de compétences chez les maîtres d'ouvrage de façon beaucoup plus technique que quand on construit de façon traditionnelle et où il y a des choses qui peuvent encore être adaptées sur le chantier. Voilà. Donc, et puis après, moi, je lancerais bien aussi une formation de promoteur. Ce serait bien, parce que c'est le seul métier qui n'a pas de formation quand même. Donc, on est tous issus du bâtiment ou des écoles de management. Mais c'est vrai qu'on n'apprend pas ce métier à l'école. Et c'est quand même un vrai métier qui est important, parce que c'est nous qui construisons les logements et les immeubles dans lesquels on va travailler. Exactement, et voilà. Ça c'est quand même important aussi à souligner. Alors Dominique Boré, donc on parlait de l'architecture, les écoles qui sont très engagées de plus en plus sur ces sujets-là.
Oui, elles sont très engagées d'abord parce que c'est quand même... Aujourd'hui, elles ont des étudiants qui sont, c'est ce que disait Ingrid tout à l'heure, des étudiants qui sont extrêmement concernés. C'est leur planète et ils ont à cœur de la protéger et de la rénover et de la restaurer. Alors, à la différence de certains autres métiers, chez les architectes, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Quand on discute avec les directeurs des écoles d'architecture, ils refusent. Ils refusent des candidatures, pas parce que les dossiers ne sont pas bons, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont trop nombreux. Donc ça je trouve ça extrêmement positif. Alors au-delà de ça, effectivement, toutes les écoles d'architecture se penchent sur ce problème-là. Elles sont bien conscientes aujourd'hui qu'elles doivent former leurs architectes à un peu plus d'ingénierie qu'elles ne le faisaient jusqu'à présent. Et je reviens toujours à cette réglementation 2020 qui au-delà même de périmer les labels existants, ça je pense qu'il va falloir que toutes les professions se rendent compte et toutes les associations et toutes les AFNOR, etc., qui délivrent des labels, il va falloir qu'elles révisent leur position sur le sujet. Au-delà de ça, effectivement, l'architecte devra accompagner à la fois la maîtrise d'ouvrage dans la rédaction de son cahier des charges, parce que ça commence là. Et je pense qu'il n'y a pas assez de formation des rédacteurs des cahiers des charges en maîtrise d'ouvrage, public ou privé, c'est absolument la même chose. Devra accompagner ce maître d'ouvrage, devra accompagner le promoteur dans les choix de construction, ainsi que les industriels, devra accompagner le promoteur dans les choix des matériaux. Aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'on ne construit pas à Roubaix comme on construit à Béziers, mais c'est aussi curieux que ça puisse paraître, c'est assez récent, cette prise de conscience-là. Et tout le monde se rend compte qu'effectivement, le secret réside dans le choix du bon matériau. Au bon moment, au bon endroit, et pour pouvoir permettre effectivement une analyse de cycle de vie positive, une localisation des matériaux, une localisation des talents. Bon, c'est tout un ensemble qu'il va falloir absolument révolutionner. Et c'est plus compliqué que simplement presque un bilan. Et en fait, personne aujourd'hui n'atteint ce bilan-là. Il ne faut pas se faire d'illusions, je veux dire. Alors, en revanche, ce qui est très positif, c'est qu'on y va tous. Et qu'il y a des constructions, des projets qui atteignent la perfection, en tout cas qui s'engagent dans une démarche de perfection, mais nous en sommes encore loin. Mais bon, je veux dire, c'est récent, cette prise de conscience-là, accélérée par les conditions, les crises climatiques, les crises politiques, les crises économiques. Donc, moi, je suis assez optimiste. Et le CIPCA va être un booster d'accélération de cette prise de conscience-là. J'en ai parlé et dans le cadre du mouvement Unisson, qui va réunir donc à la fois les associations dont je parlais tout à l'heure, et puis des maîtres d'ouvrage, et puis les architectes. Effectivement, tout le monde est conscient que ce salon, qui n'existait pas avant, va permettre une prise de conscience, enfin une accélération de la prise de conscience. Et de la mise en œuvre, surtout. Alors, on va en parler encore plus en détail. C'est la particularité de cette émission, même si c'est une édition spéciale. On a des séquences aussi consacrées à des sujets, et on va aller vers la séquence Objectif 2050. Allô la Lune, ici la Terre. Objectif 2050. Et donc, on vous retrouve, Dominique Boré, présidente d'honneur de la Maison de l'Architecture d'Île-de-France. Vous allez pouvoir expliquer encore un peu plus ce qu'il y a dans ce salon à travers Unisson et ce que vous voulez faire, si je puis dire. Alors, puisqu'on a beaucoup parlé de l'architecture depuis le début de l'émission, je pense évidemment, vous connaissez Philippe Madec, qui chante de la frugalité heureuse, qui dit que, lui, il va franco, les bâtisseurs, c'est vraiment la cause de tous les maux. Et vraiment, il dit arrêtons de construire, rénovons. Est-ce que vous pensez que ce sont les architectes qui vont le sauver, ce monde ?
Non, bien sûr que non, c'est pas les architectes. Bon, heureusement, enfin, j'espère qu'il... Non, personne n'a la prétention de sauver... Je le fais d'une façon un peu provocatrice. Personne n'a la je veux dire. prétention de sauver le monde tout seul. Bon, alors, il y en a toujours, mais ce ne sont plus des architectes, ce sont des gourous, mais c'est un autre sujet, ça. Donc, personne n'a la prétention de ça. Je pense qu'il faut à la fois, bien sûr, rénover, ça je l'ai dit, mais il faut construire. Je veux dire, on ne peut pas se perdre. D'abord parce que nous avons une démographie quand même qui est très dynamique. Donc il faut construire. Et parce que dans un scénario de sobriété dont on parle souvent ici, on dit limitons autant que possible les usages. Voilà, on ne fait plus de bébés, on ne fait plus rien. Non, bon, d'accord. Bon, donc moi je suis assez pour qu'on fasse des bébés, que l'on construise et que l'on rénove. Non. Alors la frugalité, la frugalité, je pense que c'est. Le terme a été absolument excellent et le mouvement a été absolument excellent, mais il a 4-5 ans maintenant. Et donc, ça a évolué depuis. Je pense qu'il faut passer de la frugalité à la sobriété. Et ça, c'est autre chose. Sobriété des matériaux, sobriété des consommations énergétiques, etc. Donc, voilà. Alors, l'architecte, pour revenir à l'architecte... Et à son rôle, finalement, aussi, dans ces enjeux. Et ça, c'est le mouvement Unisson. Et comment est né ce mouvement Unisson ? Il est né, effectivement, aussi par la maîtrise d'ouvrage privée et public qui s'est rendu compte qu'effectivement, et ça je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est aussi nouveau, il s'est rendu compte effectivement qu'aujourd'hui les tâches qui sont phasées, un projet de construction est un projet phasé et que ces tâches-là et ce phasage-là ne pouvaient plus fonctionner. Parce que l'analyse du cycle vie du bâtiment, dont parlait tout à l'heure Feriel, elle doit être calculée dès l'amont. Donc, effectivement, et elle s'est rendue compte aussi que le seul garant, qu'un des garants, ou en tout cas le garant principal de cette vertu, c'est-à-dire de cette vertu de travail collaboratif et plus en silo, ne pouvait être que l'architecte. C'est pour ça qu'elle nous a appelé, que cette maîtrise d'ouvrage public, qui nous a rejoints et qui est en train de signer le manifeste, parce que nous a appelé pour initier un mouvement, donc le mouvement Unisson, pour s'allier les compétences, les dynamiques et les aspirations des architectes autour de cette construction-là. Donc, ce mouvement Unisson va être officiellement lancé au CIPCA, même si on fait un pré-lancement chez Jardin le 9 juin prochain, parce que c'est architecture bas carbone et du vivant. Donc, l'aspect vivant sera donc dévoilé à Jardin. Et donc, c'est à la fois un mouvement de politique environnementale et un mouvement et un rayonnement de ce mouvement à travers différentes actions. La création d'un film, la création d'une série de conférences qui seront organisées et animées et conçues par Thierry Paco, que tout un chacun connaît ici, et puis des ateliers de design thinking pendant toute l'année 2023 en région, avec l'appui, je l'espère, de l'ensemble des maisons de l'architecture. Nous sommes en train d'en discuter, et des CAUE, qui sont quand même les meilleurs connaisseurs de leur terreau architectural dans leur territoire. Et alors, vous nous parliez tout à l'heure de la réglementation, la RE 2020, donc qui est entrée là en application, même si elle s'est légèrement décalée, on va dire, dans le temps par rapport à 2020. Visiblement, il y a encore vraiment besoin, c'est encore tout frais, mais vraiment de pédagogie sur cette réglementation. Alors, d'abord, il faudrait que tout le monde la lise, si je puis me permettre. Du coup, moi, j'en ai fait une synthèse d'une quinzaine de pages. Bon, enfin, bon. Il y a beaucoup de pédagogie, oui. Il y a beaucoup de pédagogie. La première, c'est de lever le frein immédiat, qui est celui du calcul. C'est-à-dire que quand vous parlez à un architecte qui a encore des contraintes, le calcul étant effectivement une contrainte, sauf que ces calculs-là ont été... Alors, effectivement, elle est extrêmement détaillée dans ces calculs-là, mais c'est pour atteindre des seuils dans un calendrier.
J'en ai discuté avec les gens du ministère qui m'ont dit on ne peut plus compter sur la bonne volonté. Ça fait maintenant 10 ans, et même un peu plus, où on s'est appuyé sur la bonne volonté, sur la prise de conscience, sur l'esprit citoyen et tout. On ne peut plus compter là-dessus. Aujourd'hui, on doit compter dessus, mais aujourd'hui, il faut qu'on soit plus directif avec... Donc, disons qu'il faut imposer des règles. Il n'y a pas d'autre solution. Imposer des règles. Et celle-ci, alors après, il y a deux solutions. Soit on le vit comme une contrainte, et on se lamente, soit on décide que ces contraintes-là, on décide, de dépasser, pas de dépasser, d'appliquer cette contrainte-là dans une nouvelle écriture et une nouvelle grammaire architecturale. Et c'est l'objet du mouvement Unisson. Et il n'y a pas l'idée quand même qu'il y ait une clause de revoyure éventuellement pour voir si on a besoin d'évoluer un peu sur ce sujet? Ils sont déjà en train d'écrire celle de 2025. Alors, oui, bien sûr, en fait, il y aura forcément... C'est une réglementation en mutation aussi. Oui, mais il y aura forcément une analyse de la réglementation de celle de 2020, la RE 2020. Mais on a quand même un peu de marge quand même avant de pouvoir l'analyser. Déjà, appliquons-la avant de l'analyser. Alors, celle qui sortira, qui est prévue en 2025, elle va sortir en 2027. Donc, on aura peut-être un projet quand même. Un projet, c'est 5 à 6 à 7 ans. Donc, ce n'est pas tout de suite qu'on va avoir cette clause de revoyure. Mais bien évidemment, il y en aura une. De toute façon, je pense qu'on avance en marchant sur ce sujet-là. Exactement. Mais en tout cas, il y a un virage qui est pris et dont on parlait typiquement, c'est d'avoir mis le carbone au centre de la démarche du bâtiment. Et l'énergie. Et l'énergie. C'est les deux. La RE 2020, c'est à la fois l'énergie, à la fois le carbone et le bien-être. Et le sujet du confort d'été. Voilà. Et le confort d'été et le bien-être. Et ça, c'est quand même intéressant parce que elle n'est pas que contraignante. C'est-à-dire, elle ne s'est pas contentée de calculer. Elle a quand même réfléchi au bien-être et au confort. Donc, puisqu'on parle d'objectif 2050, c'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de voir et d'anticiper ce qui peut nous attendre, notamment en termes malheureusement de hausse des températures, et en particulier l'été, et des problématiques liées à la consommation énergétique aussi. Absolument. Et là, elle est assez... elle est très rigoureuse. Mais je pense qu'effectivement, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Alors, en plus, si vous voulez, chacun voit l'Europe, parce que là, on parlait de la Terre et de la Lune. Il faut savoir quand même une chose, c'est que nous ne sommes pas les plus gros pollueurs de la planète. Et pour la bonne raison qu'on a exporté notre industrialisation et les conséquences de notre industrialisation. L'atelier du monde n'est plus chez nous, il n'est plus en Europe, il est ailleurs. Donc, le sujet, ça va être effectivement d'exporter nos exigences climatiques européennes à l'extérieur, à l'extérieur, dans les autres pays du monde. Et ces sujets-là, on en est, pour revenir à votre titre, on en est l'eau, la lune, ici la terre, exactement. Et alors donc finalement, si on veut se projeter à travers aussi cette nouvelle réglementation, ces nouveaux enjeux, on va dire finis, et même de votre point de vue d'architecte, on va dire les solutions toutes faites, les recettes toutes simples, il va y avoir une combinaison de moyens, une vraie réflexion à avoir, peut-être quelque chose d'un peu plus personnalisé. Voilà. Cette loi est une synthèse. Cette loi fait la synthèse de pratiques que chacun aujourd'hui avait développées dans son coin, selon son propre, domaine de compétence ou domaine d'appétence. Alors, qui s'était consacré à l'éco-conception, qui s'était consacré au recyclage, à l'utilisation de recyclage de matériaux, qui s'était consacré à la construction hors site, qui s'était consacré au bois, à la tuile, à la brique. Mais là, c'est fini. Là, c'est la synthèse de toutes les pratiques aujourd'hui dans un souci d'efficacité et d'atteinte, effectivement, de zéro carbone. Donc, on est obligé aujourd'hui de recycler, de faire de la construction hors site, d'utiliser le meilleur matériau au meilleur endroit et pas simplement être le chantre du bois ou de la paille ou du chanvre, sachant que les filières ne sont pas toutes au point. Non, exactement. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et un accompagnement aussi à faire de ces filières.
parce qu'on le met dans le texte, mais il faut aussi que ça suive derrière. Exactement. Et pour l'instant, ça ne suit pas. De toute façon, je veux dire. Mais c'est ce que je disais. Nous sommes au début d'une démarche de transformation des méthodes constructives. Voilà. Et on avance pas à pas, comme vous l'avez dit. Merci à vous, Dominique Boré, présidente d'honneur de la Maison de l'Architecture d'Île-de-France. Un commentaire, l'une ou l'autre, Ingrid Nappi? J'ajouterais également réversibilité, parce que, en fait, un des points quand même majeurs, c'est que le bâtiment devient de plus en plus et rapidement obsolète. Non seulement techniquement, mais économiquement. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc oui, il y a un besoin de former, de vulgariser surtout, parce que c'est très technique. Bien sûr. Donc il y a un besoin de vulgariser. Pour rebondir, je pense qu'il y a surtout un besoin de rénover. Or, l'architecte en France, c'est quand même très peu présent dans les opérations de rénovation, de restructuration, oui, mais de rénovation, pas tant que ça. Et surtout de penser, parce que là, on parle de bas carbone, mais dans 2 ans, on parlera peut-être encore d'autres choses. Donc, il faut aller, en effet, il faut avancer, un pas après l'autre. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est le concept de réversibilité, parce que tout change très vite. Donc un bâtiment de bureau peut devenir un bâtiment de logement peut redevenir un bâtiment de bureau. On ne sait pas où on va habiter demain, on ne sait pas où on va travailler demain. Et je pense que ça, c'est un concept fort. Et surtout aussi, c'est la rénovation du parc existant. C'est très, très important. Avant de construire, il faut d'abord rénover, à mon avis. Voilà, donc il y a différents sons de cloche, mais on a bien compris les enjeux. Peut-être un commentaire, Feriel de Riche, avant que je passe la parole pour la dernière séquence à Sophie Ménet. Oui, les deux, je dirais, mon capitaine, en répondant à Ingrid. Mais rénover, l'existant, en tout cas, c'est un vrai sujet et il y a une vraie urgence. Construire, aménager, développer encore, il y a de vrais besoins aussi. Aujourd'hui, je pense qu'on peut construire, on peut aménager bien et mieux. C'est pas juste une histoire de label, c'est une histoire aussi de solutions intégrées. Le CIPCA, d'ailleurs, l'ADN, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important de le préciser. C'est un salon de solutions également, avec des gros pavillons de solutions, matériaux biosourcés. Voilà, on aura aussi un pavillon recyclage, réemploi, voilà, avec des entreprises aujourd'hui qui s'engagent, qui font plein de choses pour accompagner tous les acteurs, qu'il s'agisse de sujets de rénovation ou de construction nouvelle, en tout cas d'aménagement nouveau et qui sont bas carbone, qui sont encore une fois exemplaires. On peut le faire et on peut le faire bien. Ce sera l'objectif du CIPCA, tout dévoiler tout ça. Alors, on en arrive à la dernière séquence de cette émission spéciale CIPCA. On va se poser la question de l'herbe est-elle plus verte ailleurs ? Allô la Lune, ici la Terre. L'herbe est-elle plus verte ailleurs ? Avec vous, Sophie Ménet, directrice générale immobilier résidentiel de GA Smart Building. Alors, je vais vous poser la question, parce que c'est vrai qu'on a bien vu que l'événement était très franco-français. C'est vrai qu'on va toujours regarder un petit peu aussi ailleurs ce qui se passe. Peut-être d'abord, GA Smart Building, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je disais en introduction, un pionnier de l'industrie hors site avec 5 usines en France, c'est ça ? 8 usines en France. 8 maintenant. Alors, mes chiffres sont déjà archaïques et anciens. Vous avez aussi franchi une étape en acquérant Haut-Savoie, c'est ça ? Exactement. En 2017, le groupe a acquis Haut-Savoie. En fait, c'est en 2 mots, GA, c'est effectivement un acteur qui est assez atypique dans le monde de l'immobilier et du bâtiment, parce qu'on s'engage finalement sur toute la chaîne de valeur, à la fois en promotion, en construction, dans le monde industriel et en tant que gestionnaire de nos immeubles. Et j'insisterai peut-être un peu plus sur le côté industriel, le coup, qui nous différencie beaucoup, puisque ce côté-là fait qu'on va aller associer des matériaux. On n'est pas promoteur d'un matériau, mais on est promoteur de solutions constructives. Et donc, on va chercher le bon matériau en fonction de sa pertinence technique. Donc, effectivement, avec Haut-Savoie, quand on a besoin d'utiliser le matériau bois, ou avec nos usines qui s'appellent Préga, quand on a besoin d'aller sur des sujets de béton bas carbone, parce qu'on ne parle plus de béton, mais il y a quand même un gros déploiement aujourd'hui sur le fait de trouver de nouveaux bétons et de les parce que le béton, j'allais dire, a quand même largement sa place et il est bien utile dans beaucoup de circonstances, c'est bien ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voit se structurer du bois, du béton, enfin voilà, qu'il y a des mélanges. Des mixtes qui sont très intéressants.
Et puis j'irai aussi sur tout l'aspect solutions techniques, technologiques, parce qu'on a des bâtiments qui deviennent de plus en plus smart, on a des bâtiments qui deviennent de plus en plus intelligents. Et ça, c'est pareil. Nous, on développe avec toutes les équipes de R&D et nos usines des produits de CVC, de luminaires, de gestion technique des bâtiments, etc. Donc, le groupe, au global, c'est effectivement 800 collaborateurs, 8 usines réparties globalement sur toute la France. Sur toute la France. Et donc, on va parler de hors-site. Peut-être réexpliquer aussi, peut-être pour ceux qui nous découvrent ou qui nous suivent, ce que c'est que le hors-site, parce que le mot, on le voit bien, mais essayer de comprendre à travers des usines, finalement, qu'on fabrique pas sur place. J'allais dire, voilà, on fabrique aussi une partie en usine, hein, c'est ça, et le lien, finalement, avec le sujet du bas carbone. En fait, le hors-site, c'est vraiment la notion de préparer, concevoir, ensuite de produire en usine et de préfabriquer, et ensuite d'assembler sur chantier et de construire. On utilise un peu des termes différents aujourd'hui. Donc quand on parle de préparer des projets, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, mais c'est de rentrer dans de la conception de façon beaucoup plus poussée. Le hors-site nous amène à travailler ce qu'on appelle en full BIM. Donc, on crée des vrais avatars numériques de nos bâtiments. Des maquettes numériques, oui. Parce que et ça va très, très loin dans la maquette numérique, puisque chaque composante de l'acte de construire va être intégrée dans cette maquette. Et on ne la change plus en chantier. L'ouvrage qui est livré sera assemblé en chantier. Ensuite, on produit tous ces éléments, que ce soit les éléments de structure, de façade, de technique, comme je le disais, dans nos usines. Et ensuite, on vient les assembler sur chantier. Et ensuite, l'assemblage, vous pouvez entendre parler de 2 types d'assemblage. On parle de 2D aujourd'hui, de la construction en 2D, donc en 2 dimensions. C'est tout ce qui va être les planchers et les façades, les murs de refend, les poteaux, les poutres, etc. Et donc, quand on fait de la 2D, ces éléments sont construits en usine, assemblés sur site. Et quand on fait de la 3D, c'est ces éléments 2D qu'on garde en usine, qu'on assemble, et dans lequel, à l'intérieur, en usine, on vient faire l'intégralité des finitions, donc l'ensemble des corps d'état techniques et architecturaux. Et ces modules 3D, quand ils viennent sur chantier, ils sont soit assemblés de façon structurelle, et donc ça devient la structure du bâtiment, sans autre structure complémentaire, soit ils peuvent être utilisés, par exemple, pour des salles de bain préfabriquées ou autres, et là, ils viennent dans une structure de bâtiment existant pour de la rénovation, par exemple. Voilà, et alors on le comprend, on réduit aussi les nuisances sur les chantiers. Il y a aussi dans la construction, dans l'élaboration, par exemple, du numérique, aussi de réduire autant que possible l'impact. Exactement. C'est là où il y a le lien avec les enjeux de bas carbone. En fait, finalement, moi, ce qui m'a choqué, ça fait 6 mois que je travaille dans le hors-site, et que je découvre le monde de l'industrie aussi. Mais déjà, le hors-site aujourd'hui, le hors-site chez GA, c'est un hors-site qui est français. Ça, il faut le dire, parce que globalement, le monde entier se structure autour du hors-site, mais il n'y a pas tant de pays qui se sont structurés pour réussir à le faire chez eux. Donc, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, justement, parce qu'on parle de l'herbe est-elle plus verte ailleurs. Alors, en tout cas, il y a des chiffres qui disent que c'est un marché en pleine croissance. Il y a McKinsey qui dit d'ici 2030, 20% des bâtiments construits dans le monde le seront hors site. On voit que, alors, aux États-Unis, il y a des perspectives de marché, en particulier de la construction modulaire, même si c'est une partie du hors site qui ne cesse de progresser, pour atteindre 130 milliards de dollars aux États-Unis en particulier. On a quelques exemples dans les pays plutôt du Nord, c'est ça, en Europe, où peut-être couler du béton, c'est pas si simple que ça pour eux. Est-ce qu'en en France, vous êtes un pionnier, mais on est encore un peu dans le début, quoi, dans le tout début. Pour l'instant, en France, il y a en fait clairement, nous, on se structure pour être en capacité de produire les vrais premiers immeubles hors site. Il y a quelques expériences qui ont été faites, mais à des échelles plutôt démonstratives. L'ambition, c'est de le faire à plus grande échelle et surtout que ce soit reproductible. Parce que, comme vous le disiez, dans un premier temps, le hors-site, il consomme à peu près 50% de matières premières en moins. Donc, quand on sait que le secteur du bâtiment, c'est 50% de la matière première en Europe, la première chose à faire avant de chercher le bon matériau, c'est de commencer à consommer moins. Et une fois qu'on a consommé moins, c'est de savoir comment on va mettre le bon matériau au bon endroit en fonction de ce qu'on doit y construire. Donc c'est tout ce travail-là. C'est peut-être la France, finalement, qui a un savoir-faire aussi en la matière. Peut-être si on veut se distinguer, peut-être, c'est ce que... la France, elle a surtout un savoir-faire en construction traditionnelle pour l'instant. D'accord. Et on voit bien que les grands groupes français travaillent dans le monde entier en hors-site, mais pas en France. D'accord. Et il y a un vrai enjeu, en fait, de réindustrialisation du territoire, de façon à répondre aux ambitions environnementales de demain. On parlait de la RE 2020. Moi, j'ai souvent tendance à dire, toutes les réglementations thermiques que j'ai connues jusqu'à aujourd'hui, on avait des ingénieurs qui se demandaient comment on allait
allait continuer à faire comme avant. Et puis, on trouvait toujours l'astuce pour continuer à faire comme avant. La RE 2020, en fait, elle met un stop à tout ça. Voilà. On arrête de faire comme avant. OK, on a le niveau 2020 qui vous permet encore de serrer un peu les fesses et d'avancer. Mais quand on commence à être sur les niveaux 2025, 2028, 2030, il faut changer les méthodologies constructives. Et donc, pour ça, il faut réfléchir à comment on se structure aujourd'hui en France pour répondre à ces besoins qui seront des besoins qui vont arriver vite. Dans 10 ans, c'est fini. Et j'ai effectivement, moi aussi, un peu toujours tendance à dire, c'est maintenant, en fait, parce qu'on a entendu parler de la préfabrication longtemps, on a entendu parler du hors-site longtemps également. Mais on est aujourd'hui à arriver à des coûts de travaux qui explosent, de la matière première également. Et finalement, le fait de mettre aujourd'hui des personnes dans des usines avec des conditions de travail et de sécurité optimales permet d'arriver à des coûts de travaux qui sont assez similaires à des projets sur site et qui permettent d'avoir des résultats environnementaux bien supérieurs. Et alors et des délais respectés. Oui, alors les délais, effectivement. Alors les délais, c'est vrai que je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure, mais en moyenne, en 2D, on réduit au moins de 50% les délais. Sur de la 3D, on peut aller jusqu'à 60-70% de réduction de délai, puisqu'on est sur... Et surtout, beaucoup moins de nuisances. Donc il y a un enjeu, moi je dis souvent qu'il y a un enjeu social, on se demande aujourd'hui comment construire plus, parce que parler de rénovation c'est très bien, mais rénover des bâtiments ça ne donne pas de logement à ceux qui n'en ont pas. Bien sûr. Et donc aujourd'hui il faut donner des logements à ceux qui n'en ont pas si on veut freiner l'augmentation des prix, l'augmentation des loyers, et donc pour ça il faut être en capacité de construire vite, donc il faut qu'on ait des élus qui soient mobilisés, qui soient motivés pour le faire. Donc, il faut qu'on limite les nuisances sur les territoires parce que construire en 30 mois, c'est plus acceptable pour un élu. Avoir des villes qui sont sales à cause des chantiers, c'est plus acceptable. Et je pense qu'à ce titre-là, ça plaide aussi pour pousser les méthodologies hors site. Et alors, il y a une idée parfois aussi préconçue. J'allais dire, quand on parle de préfabriqué, on dit on va nous fournir le même bâtiment sous le même format. Ça n'empêche pas l'inventivité quand même, le hors site. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, vous voulez devenir, vous l'avez dit, leader de l'immobilier résidentiel. J'imagine aussi, c'est pour faire aussi proposer des jolis produits et des logements. En fait, moi, j'ai souvent tendance à dire le hors site, c'est pas une écriture architecturale. Le fait de construire hors site, c'est le fait de préfabriquer des éléments qui vont être assemblés et qui vont nous permettre... C'est une méthodologie de construction. Donc après, c'est l'intelligence des architectes. Nous, on travaille effectivement en BIM. Alors, j'utilise souvent mon histoire de boîte à Lego, mais c'est aujourd'hui, finalement, le BIM, c'est la nouvelle boîte à Lego des architectes qui possèdent l'ensemble des composants qui vont leur permettre de réaliser leur immeuble. Et c'est à eux d'être astucieux. Et quand ils ont besoin d'un nouveau composant, on le construit. Ce qui est important, c'est que ce composant-là, il ne soit pas perdu et qu'il soit remis dans la nouvelle boîte à Lego pour le prochain. Donc, c'est comment on va avoir une donnée BIM qui va permettre de faire du tertiaire, ce qu'on sait déjà faire, de l'industriel, ce qu'on sait déjà faire, du logement, de la résidence étudiante, de la résidence senior. On parle du réemploi, on parle de l'upcyclage aujourd'hui. C'est aussi hyper important de ne pas produire les déchets de demain. Et donc, il y a un gros travail aussi à faire là-dessus et que moi, je pousse en interne, qui est de dire les immeubles qu'on produit, c'est aussi des immeubles qui, demain, seront des ressources de matières premières parce qu'ils seront aussi réutilisables, démontables éventuellement. Et ça ne sera pas les déchets qu'on a aujourd'hui où, finalement, on arrive à réutiliser très peu de déconstruction. Donc, si je vous écoute bien, il y a aussi quand même encore, on va dire, des états d'esprit à faire changer et à faire évoluer sur ces sujets-là ? Oui, il y a un état d'esprit à faire changer parce que je réutilise le mot traditionnel. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la tradition de l'acte de construire en France, surtout dans le logement. On veut son logement avec le béton, la pierre, parce qu'on est habitué à ça, alors que les autres pays n'ont pas cette culture. Donc, à nous, promoteurs, d'être malins et de proposer des nouveaux produits. Et je pense que le hors-site va nous permettre de proposer des nouveaux produits. Moi, je dis souvent, nos concurrents, je considère que mes concurrents, c'est pas les promoteurs dans le neuf, c'est l'ancien. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens recherchent, c'est pas la standardisation qu'on leur propose dans le neuf, mais c'est plutôt l'originalité et ce qu'on a la possibilité de faire dans l'ancien. Et c'est peut-être sur ce créneau-là qu'il faut aller, y compris sur le hors-site. Merci à vous, Sophie Ménet, donc directrice générale immobilier résidentiel chez GA Smart Building. On arrive donc à la fin de cette émission spéciale. Un dernier tour de table en conclusion des unes et des autres. Dominique Boré.
Ma conclusion sera plutôt, c'est pour la petite histoire, je voulais vous préciser que les dernières flèches de la Sagrada Familia sont construites en hors-site. Voilà, comme ça, on le signalera. C'est un joli symbole. Ingrid Nappi. Je pense que beaucoup de choses ont été dites, mais il faut continuer à former et surtout à vulgariser ces terminologies complexes, ces réglementations complexes, pour que tout à chacun dans la ville puisse comprendre ce qu'il voit. Sophie Ménet. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'on soit les acteurs de la transformation et que la transformation, c'est aujourd'hui et pas quand on sera au pied du mur. Donc, mobilisons-nous tous, n'opposons pas les filières. C'est pas le bois contre le béton, contre la pierre, contre je ne sais pas quoi. On est tous là pour un défi et je pense que le CIPCA nous permettra de nous retrouver tous. Voilà, Feriel de Riche, un bel enthousiasme à l'approche de ce salon. Ouais, merci pour cette belle transition. Sophie, c'est exactement ça. Voilà, le CIPCA va tous vous réunir. C'est travailler ensemble, être tous ensemble, industriels, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, pour atteindre cet objectif aujourd'hui qui est extrêmement important pour notre planète et pour le mieux vivre. Voilà, et vous pourrez tous prendre la parole aussi sur ce salon. C'est important, de présenter, d'inspirer. Et merci pour ça. Merci aussi Ingrid d'être notre consultante sur cette journée 3. J'espère que on pourra aussi répondre à tous ces besoins en termes de recrutement. C'est aussi une famille qui s'agrandit, et l'emploi et les nouvelles générations qui prendront le relais pour un bel immobilier bas carbone et toutes les nouvelles solutions qui viennent se greffer, qui seront présentées sur ce CIPCA. Voilà, du 22 au 24 septembre. Voilà, du 22 au 24 septembre, on l'a entendu, il reste encore quelques places, donc si vous voulez, mais pressez-vous pour ce premier salon de l'immobilier bas carbone, le CIPCA. C'est donc la fin de cette émission, un spécial consacré à ce salon. Merci encore à toutes les quatre et on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode d'Allô la Lune, ici la Terre, sur Carbone Zéro, la radio. Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro la radio et sur toutes les plateformes de streaming.